ce nouvel atelier dans la salle 9, avec aujourd'hui, avec cet après-midi, donc la société Linkforce, représentée par Chloé Schex et Franck Saby, qui vont se présenter tout seuls comme des grands dans une seconde. Le titre de la thématique, le social selling, donc les 3 clés du succès pour augmenter vos ventes. Donc je vous laisse la parole tous les deux pour 45 minutes, avec 5 minutes de questions-réponses à la fin. Franck et Chloé, bonne chance. Merci. Bonjour à tous, ça me flatte, vous êtes nombreux. Merci d'être là. Donc en effet, moi je suis Chloé Schex, je suis la responsable de l'agence Linkforce. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter cette thématique, le social selling et les 3 clés du succès pour augmenter vos ventes. Et je suis accompagnée de Franck Saby, juste ici, qui est le Head of Growth de notre agence. Alors, pour recontextualiser un petit peu qu'est-ce que Linkforce, Linkforce est une agence de social selling qui a été créée en 2019 dans le sud de la France. Et on est 2 pôles. Il y a un pôle prospection avec des growth hackers et un pôle communication avec des ghostwriters. Alors là, c'est la team Linkforce au complet. Ça fait toujours du bien de mettre un petit peu de l'humain et des visages sur une équipe. Donc vous retrouvez l'intégralité de l'équipe. Et en haut, Jean-Charles Normand qui est le CEO et qui se cache juste derrière la salle. Alors, j'ai une petite question. Qui connaît réellement le social selling? Ah ouais, c'est pour ça que ça vous a intrigué en fait. Alors, le social selling, pour recontextualiser un petit peu ce que c'est tout simplement des actions qu'on va mener sur le digital dans un objectif très simple qui est en fait de vendre. Donc on va essayer de vendre au travers des réseaux sociaux. Et vu qu'on est des experts du B2B, on va aujourd'hui parler de comment vendre au travers de LinkedIn principalement. Alors pourquoi utiliser LinkedIn en B2B? C'est vrai que je dis que le social selling c'est plein de réseaux sociaux, mais aujourd'hui si on est en B2B on va parler de LinkedIn. La raison elle est très simple, c'est simplement que LinkedIn aujourd'hui c'est le premier réseau B2B numéro 1 au monde. Je ne sais pas si vous le saviez. Et tout simplement, ça nous permet d'accéder directement aux décideurs de certaines entreprises. Et du coup, ça facilite l'échange, contrairement à d'autres canaux, comme par exemple, si je prends le phoning. Je ne sais pas si certains en pratiquent du phoning dans la salle, mais on se retrouve très facilement bloqué par des secrétaires ou encore même le porte-à-porte, où parfois on rencontre des difficultés pour intégrer certains bureaux et avoir le bon interlocuteur. Donc LinkedIn, c'est devenu aujourd'hui vraiment un canal de référence quand on va vouloir prospecter en B2B. Pour vous donner encore quelques chiffres, LinkedIn, c'est des chiffres qui sont assez représentatifs, qu'on soit en France ou à l'international, c'est tout à fait pertinent. Donc il y a 810 millions d'utilisateurs à l'international et il y a 25 millions d'utilisateurs en France. Donc là, on se rend compte de l'impact que peut avoir LinkedIn. Il y a également un chiffre qui est intéressant, c'est que 80% des leads générés sur l'intégralité des réseaux sociaux proviennent en fait de LinkedIn. Et c'est là qu'on se rend compte que si on veut mettre de l'énergie dans sa stratégie d'acquisition sur les digitales, il va falloir principalement, quand on est en B2B encore une fois, miser sur LinkedIn parce que c'est ce qui va rapporter le plus de leads. Enfin, un dernier chiffre qui est assez parlant, c'est qu'il y a seulement 10% des profils utilisateurs qui prennent la parole en fait sur LinkedIn. Donc on voit là encore que contrairement aux autres réseaux sociaux, c'est un réseau qui est encore pas saturé. Il y a de la place à prendre, surtout en fonction des secteurs d'activité. Et donc du coup, c'est une vraie opportunité à saisir. Alors, quand on parle de LinkedIn, on parle principalement de 2 choses, le profil personnel et la page entreprise. Alors j'ai une petite question, parmi vous, qui aujourd'hui utilise une page entreprise dans sa stratégie en digital sur LinkedIn? Ok, intéressant, donc vous êtes quand même pas mal nombreux. C'est bien, une page entreprise, c'est toujours intéressant parce que de toute façon, plus on a une présence importante sur le digital, mieux c'est.
Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je pense du coup vous apprendre pas mal de choses puisque c'est pas là-dessus qu'on va avoir du boulot quand on va vouloir parler vraiment business. Aujourd'hui, quand on va utiliser LinkedIn dans une démarche d'acquisition client, on va exploiter beaucoup plus un profil plutôt qu'une page entreprise. Pour plusieurs raisons qui en fait paraissent assez logiques quand on y réfléchit. La première, c'est que la page entreprise, c'est quelque chose de très froid, très corporate. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'algorithme ne pousse que très peu le contenu sur les pages entreprises. Donc finalement, vous êtes visible uniquement de vos abonnés et vous tournez un petit peu en rond. Et j'entends très souvent qu'il est difficile de développer une page entreprise LinkedIn. C'est vrai parce qu'en fait, l'algorithme diffuse beaucoup plus et met beaucoup plus en avant des profils personnels. Donc une fois qu'on sait ça, on sait que pour augmenter sa visibilité, il va falloir travailler sur un profil plutôt qu'une page entreprise. Une page entreprise, vous allez devoir, pour gagner en visibilité, faire du ads. Donc le LinkedIn Ads, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà testé. Et je pense que vous serez tous d'accord pour dire que le ROI est pas terrible. Et donc du coup, en fait, tout simplement, on peut obtenir de bien meilleurs résultats gratuitement en travaillant via un profil LinkedIn. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que finalement, c'est là encore assez logique. Quand on va vouloir parler business, il va être beaucoup plus évident de s'adresser de humain à humain que de page entreprise à humain. Donc du coup, on va travailler sur un profil et il va falloir choisir un profil stratégique au sein de l'entreprise. C'est un profil qui va être l'ambassadeur de l'entreprise, qui va porter les valeurs de l'entreprise. Donc généralement, on va travailler soit sur le profil du CEO, du dirigeant d'entreprise, puisque c'est la meilleure personne, entre guillemets, pour incarner l'entreprise. Soit, souvent, c'est également des profils plutôt commerciaux, des profils qui sont en fait très stratégiques, puisque c'est la première vitrine de l'entreprise. Quand on a une stratégie d'acquisition, qui on va vouloir mettre en avant, c'est commerciaux. C'est assez logique. Donc, maintenant, on va voir les 3 clés pour réussir sur LinkedIn. Maintenant qu'on sait que LinkedIn, c'est pertinent et qu'il faut travailler sur un profil, on va avoir 3 choses. La première, c'est comment créer un personal branding impactant. Donc, quand on va prendre la parole sur un profil, il va falloir créer un personal branding pour attirer du lead. Le deuxième point, se créer un parcours de prospection sur mesure. Là aussi, on verra qu'on va utiliser principalement LinkedIn, mais qu'il y a également d'autres leviers qui sont pertinents. Et le troisième secret, c'est surtout, et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est mettre en synergie la partie communication et la partie prospection. Pour la petite anecdote, très souvent quand je suis en rendez-vous et que je commence à parler de personal branding, on me dit je vous arrête tout de suite, ça ne m'intéresse pas, ça c'est le marketing, moi je suis dans le commerce. Moi je comprends pas parce qu'en fait les services devraient co-créer en fait. Les services marketing et les services commerciaux, aujourd'hui c'est absolument nécessaire qu'ils collaborent puisque l'un sert l'autre. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, c'est comment mettre en synergie finalement tout ce travail. Donc on va découvrir ensemble un cas client qui illustre plutôt bien toute cette stratégie en 3 étapes. Donc c'est le cas de Brigitte, 53 ans. Elle est directrice d'un cabinet RH. Et quand elle est arrivée chez nous, elle avait envie de digitaliser son processus commercial. Alors elle se posait plein de questions, des questions qu'en fait, je pense, beaucoup de dirigeants d'entreprise se posent finalement. Comment acquérir plus de clients, comment utiliser LinkedIn, ou encore comment asseoir ma notoriété dans mon secteur d'activité. Elle avait également beaucoup de craintes. C'est des craintes assez légitimes qu'on entend très régulièrement, du style il faut être égocentrique pour percer sur LinkedIn. On se fait tous harceler par message privé sur LinkedIn, n'est-ce pas? Et du coup, je suis persuadée que ça ne fonctionne pas. Ou alors, ne parlez pas de mailing, je sais que le mailing, ça ne fonctionne plus. Et enfin, LinkedIn, ça se Facebookise. Alors, prenons par exemple, LinkedIn, ça se Facebookise. Vous pouvez me dire, c'est vrai, on parle de plus en plus de sujets personnels. Les personnes se mettent de plus en plus en avant, prennent des photos d'elles. Alors, oui, mais en fait, moi, j'appellerais pas ça comme ça. J'appellerais plus ça créer de l'émotion, créer du storytelling. Et c'est l'essence même, finalement, de la stratégie de personal branding. Donc, on va revenir après, juste après dessus pour que vous puissiez mieux comprendre la stratégie de communication sur un profil LinkedIn.
Donc on l'a rassuré, on lui a partagé toute notre stratégie et puis finalement j'espère que ça vous le fera aussi, toutes ces questions à la fin de la conférence, elles devraient assez vite s'envoler. Donc comment on crée un personal branding impactant? La première des choses, c'est d'abord de soigner son profil LinkedIn et ça passe par une optimisation. Pourquoi on va essayer au maximum d'optimiser son profil LinkedIn? En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que d'abord, il y a 10 secondes pour plaire. Ça, c'est pas une grande surprise, tout le monde le sait. Quand vous allez prospecter en votre nom, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont venir sur votre profil. Et là, vous allez avoir 10 secondes pour faire passer le message que vous voulez. Soit on comprend très vite ce que vous vendez, ce que vous allez pouvoir apporter, soit non. Et donc, ça va avoir un vrai rôle à jouer finalement dans votre prospection. Donc optimiser son profil, ça passe par avoir une bonne bannière, avoir une bonne photo, mais ça passe, et ça on l'oublie très souvent, par remplir ses coordonnées avec le numéro de téléphone et le mail professionnel, parce que moi si je vois un @gmail, je vais me demander si la personne est sérieuse, si c'est très professionnel ou pas. Donc c'est plein de petits détails qui sont absolument nécessaires dans l'optimisation d'un profil LinkedIn. Et enfin, au-delà des 10 secondes pour plaire, la deuxième raison, c'est une raison algorithmique. C'est-à-dire que LinkedIn, il y a un algorithme derrière, et plus vous allez avoir un profil optimisé, plus l'algorithme va considérer que vous allez apporter de la valeur à son réseau, que c'est important de vous diffuser et de vous mettre en avant, et donc tout naturellement, vous allez gagner en visibilité. Donc voilà, là c'est l'exemple de Brigitte, donc on a commencé par optimiser son profil, ça c'était la première action qu'on a menée. Une fois qu'on a fait ça, on a donc essayé de lui créer un personal branding. Alors, pourquoi c'est important de se créer un personal branding? En fait, tout simplement, c'est pour créer l'émotion. Je pense que je ne vous apprends pas que souvent, quand on prend une décision d'achat, c'est d'abord grâce à l'émotion qu'on a eue. Plus vous allez essayer de parler de vous, de vos valeurs, de vos anecdotes quotidiennes, plus finalement votre audience, elle va s'attacher à vous, elle va apprendre à vous connaître. Et donc, elle va vous considérer comme un profil bienveillant, sympathique, et elle va avoir davantage envie de vous parler. Aujourd'hui, on a tous plus ou moins des concurrents, alors évidemment qu'on a des axes de différenciation, mais notre premier axe de différenciation, c'est l'humain finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de travailler avec vous plutôt que votre concurrent? Eh bien, c'est vos équipes, c'est vos valeurs, c'est vos engagements, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, souvent on l'oublie, mais c'est un axe de différenciation très simple et qu'il faut absolument réussir à mettre en avant. Ensuite, évidemment, ça c'est un peu plus au niveau technique, j'ai envie de dire, auprès de l'algorithme, plus vous allez parler de choses un petit peu plus personnelles, plus vous allez provoquer de l'émotion. Et quand vous allez provoquer de l'émotion, ça va vous générer de l'interaction, forcément. Des likes, des commentaires, des repartages. Et donc, l'algorithme, quand il va voir ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que ce contenu est pertinent, qu'il est intéressant, et donc du coup, il va le diffuser davantage. À l'inverse, si vous générez très peu d'émotions, il y aura très peu d'interaction, et donc, votre contenu sera enfoui dans la masse. Voilà l'importance de prendre des sujets qui apportent de la valeur ajoutée, mais qui surtout provoquent de la storytelling et de l'émotion. Et surtout, attirer les bons clients, ça c'est assez logique, mais c'est important de le souligner. En fait, il ne faut pas avoir peur de parler de soi. Parler de soi, ça veut dire que vous êtes authentique et vous allez attirer les clients qui vous ressemblent. Et finalement, les clients qui vous ressemblent, c'est des clients fidèles. Et c'est eux les premiers ambassadeurs de votre entreprise. Voilà. Donc finalement, n'ayez pas peur, prenez la parole, parlez de vous, et vous verrez que vous attirez des personnes qui vous ressemblent. Et c'est plutôt agréable. Donc le personal branding, si je résume, comment on le fait? D'abord, on essaye de créer du contenu régulier, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas évident à faire. On a la chance d'avoir un algorithme assez généreux, en tout cas pour le moment. Et la durée de vie d'un post sur LinkedIn, contrairement aux autres réseaux sociaux, elle est d'à peu près une semaine, si il est bien fait, évidemment. Et donc du coup, vous pouvez vous permettre de faire un seul contenu par semaine. Par contre, il faut qu'il soit bien et il faut qu'il soit impactant pour qu'il soit diffusé pendant une semaine. Donc, un contenu régulier, accepter de parler de soi et de ses expériences. Alors au début, ça peut être un petit peu déroutant, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment la clé
pour réussir à percer et devenir un petit peu une référence dans son secteur d'activité. Parce que finalement, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de vous placer comme une référence et vraiment ambassadeur de votre entreprise. De façon un petit peu plus technique, ça va être adopter les codes de rédaction LinkedIn. Vous avez dû le voir avec l'essor de LinkedIn, il y a des modes de communication aujourd'hui avec des phrases très courtes, beaucoup d'émoticônes, on va très régulièrement à la ligne, on saute beaucoup de lignes. Tout ça, c'est des codes LinkedIn. Si vous les respectez, vous serez davantage diffusé parce que vous appartiendrez au cercle de créateurs de contenu sur LinkedIn. Et enfin, raisonner un petit peu comme une stratégie SEO. Je pense que ça devrait parler à certains, le référencement naturel. Si vous utilisez toujours les mêmes mots-clés, forcément, vous allez devenir une référence dans ces mots-clés-là. Donc n'hésitez pas à avoir une stratégie un petit peu SEO et à vous répéter sur des thématiques récurrentes. Sur le contenu, vous allez me dire, ok, j'ai compris, je dois parler de ces sujets-là, mais comment je le fais? Alors, ce qui va être important, c'est de distinguer deux types de contenu. Le contenu froid. Le contenu froid, c'est ce qu'on va appeler le contenu à valeur ajoutée. C'est du contenu très expert, très technique. Généralement, c'est sur ce type de contenu que les entreprises vont, puisqu'elles sont plus à l'aise, ça leur paraît plus conventionnel pour un réseau professionnel. Et il y a le deuxième type de contenu qui est le contenu chaud. Le contenu chaud, ce qu'on va appeler chez nous, chez BigForce, le contenu à chaleur ajoutée. C'est en fait du contenu beaucoup moins technique, mais qui va provoquer beaucoup plus facilement finalement de l'émotion. Et donc ça va être quelles sont vos valeurs, quels sont vos engagements, vos anecdotes au quotidien, pourquoi pas faire des focus équipes pour montrer que vous êtes une équipe soudée, ce genre de choses-là. Donc soit vous décidez d'alterner le type de contenu parce que le contenu à valeur ajoutée va vous permettre de générer des éléments de réassurance en fait auprès de votre audience et de vous placer comme un expert. Et puis après, derrière, vous faites du contenu chaud pour augmenter votre visibilité et avoir beaucoup d'interactions et donc une bonne diffusion. Soit, et ça c'est encore la meilleure des choses à faire si vous y arrivez, finalement c'est d'essayer de mixer ces deux techniques-là. Si vous arrivez à générer un contenu qui a vraiment de la valeur ajoutée tout en y mettant de l'humain et des anecdotes un petit peu sympas qui va créer un personal branding avec un fond, finalement c'est la meilleure des choses à faire. Donc chez Brigitte, c'est ce qu'on a réussi à faire. Dans chaque contenu qu'on rédige, on a identifié en fait avec le temps des structures de posts qui fonctionnent bien, comme un petit peu des templates, qu'on peut assez facilement réutiliser en y apportant et de la valeur et de la chaleur ajoutée. Donc là voilà, c'est des contenus qu'on a fait. On a créé du coup un personal branding fort à Brigitte. Ça c'est sur la partie, j'ai envie de dire, fond et forme. Mais il y a un deuxième élément à prendre en compte quand vous allez prendre la parole. C'est également cette stratégie de tofu, mofu, bofu. En fait, c'est essayer de créer un entonnoir de conversion de façon assez inconsciente finalement pour votre lecteur. Donc, quand vous allez vous demander de quoi je vais parler, c'est très simple. Il va falloir ranger systématiquement vos idées dans 3 types de catégories. La première catégorie, c'est essayer de créer du contenu pour retirer l'attention. Retirer l'attention, c'est surtout rendre le prospect conscient d'un problème à résoudre. Ça, c'est la première étape. Parfois, finalement, ils ne se rendent pas forcément compte de leur point de douleur et parce qu'ils vont voir votre contenu, ils vont se dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai ce problème-là ». Donc ça, c'est le premier type de contenu important à faire. Ensuite, on va passer à l'évaluation. L'évaluation, c'est lui montrer que, heureusement, il y a des solutions à ces points de douleur-là. Et donc, vous allez un petit peu expliquer tous les types de solutions qu'il y a. Et enfin, le troisième type de contenu, c'est la conversion. Et la conversion, c'est lui prouver qu'il y a toutes ces solutions, mais que surtout, il y a vous. Et que vous, ça peut être une bonne solution. Donc, essayez de ranger à chaque fois que vous faites du contenu et de vous demander à quel, finalement, lecteur vous allez vous adresser. Et le lecteur, à force de vous lire régulièrement et de vous voir dans son actualité, sans même s'en rendre compte, il va passer d'une catégorie à une autre. Et donc, vous allez petit à petit essayer de le convertir jusqu'à la conversion. Et donc, le moment où il va vous écrire en vous disant « c'est pas mal ce que vous racontez, j'aimerais bien échanger avec vous. » Donc là, on a créé cette stratégie sur Brigitte. On a mixé contenu chaud, contenu froid. Et en plus, on a fait une stratégie de conversion en entonnoir.
Donc on a fait une prise de parole sur Brigitte pour créer son personal branding, comme je vous ai expliqué. Et en plus de ça, je vais vous donner des petits tips très facilement applicables dès demain pour votre premier post LinkedIn avec cette stratégie. Donc déjà, n'oubliez pas de publier régulièrement. N'oubliez pas également de liker et commenter les publications, d'être actif avec votre profil. Ça va participer à votre personal branding. Si vous suivez des personnes qui sont une référence dans votre secteur, si vous tissez des relations, que vous mettez des commentaires avec de la valeur ajoutée, que vous likez régulièrement du contenu, en fait, ça va participer à votre personal branding parce qu'on va vous voir actif sur la plateforme. Répondre aux commentaires que l'on reçoit, ça paraît évident, ça c'est un petit peu comme sur tous les réseaux sociaux, mais ça va vraiment participer également à votre personal branding. Et à l'inverse, des choses à ne pas faire. Alors je pense que je vais vous apprendre quand même quelques petites choses. Partager un post d'une autre personne. Ça, on le voit très très souvent. Exemple, même en dehors de votre professionnel, moi je vois très souvent des personnes qui se disent « Oh, je vois un CV, c'est un jeune que j'ai envie d'aider, je vais repartager son CV. » C'est très gentil, ça part d'un bon sentiment, mais en l'occurrence, le repartage, c'est pas la meilleure des options pour réussir à le rendre visible. Je vous explique pourquoi. L'algorithme LinkedIn, lui, en tout cas LinkedIn, existe pourquoi? Il existe parce qu'il y a des créateurs de contenu. Demain, s'il n'y a plus aucun créateur sur la plateforme ferme. Et donc, quand on sait ça, c'est assez logique de se dire que quand on va créer le contenu en natif, via son profil, on va être correctement diffusé. Quand on va repartager, l'algorithme va se dire qu'on apporte finalement très peu de valeur, qu'on n'apporte même pas grand-chose. Et donc, du coup, vous ne serez vraiment pas diffusé. Donc, si vous voulez aider à rendre visible un post qui vous a plu, mieux vaut commenter. Je pense que vous avez régulièrement vu dans votre fil d'actualité des posts parce que X personnes avaient commenté le post. Voilà. L'algorithme diffuse beaucoup mieux de cette façon l'information parce que vous allez mettre un commentaire constructif et qui apporte de la valeur. Mettre des liens externes sur un post. Ça, c'est pareil. Vous avez lu un article, vous avez vu une newsletter, une information vous a plu, vous voulez la diffuser sur LinkedIn. En fait, ça signifie mettre en danger LinkedIn. Vous êtes en train de demander à LinkedIn, qui a durement gagné ses utilisateurs, d'aller voir ailleurs. En fait, il va tout simplement très peu diffuser votre post parce que c'est très risqué pour lui. Alors que si finalement vous essayez par vous-même de devenir créateur de contenu en résumant ce que vous avez lu, en apportant de la valeur, en donnant votre opinion, forcément, là, il va se dire que ça devient intéressant et il va mieux vous diffuser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que vous l'avez tous vu à un moment donné, des liens externes en commentaire et pas dans le contenu. Parce que certains considèrent que l'algorithme n'est pas encore assez intelligent pour voir que le lien est en commentaire. Je sais pas. Ça peut se tenter, ça marche parfois. Ne likez pas vos propres posts. Bon, je ne vais pas passer très longtemps là-dessus, je pense que ça c'est comme sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, évitez de publier plusieurs fois dans la journée, puisque comme on l'a dit, la durée de vie d'un post, elle est relativement longue, et donc du coup, vous risquez de vous auto-cannibaliser, en fait, et de penser que votre contenu n'a pas marché, alors qu'en fait, vous ne l'avez pas laissé vivre. Et enfin, vous pouvez analyser toute votre stratégie de personal branding avec cet indicateur clé, qui est le SSI, donc c'est le Social Selling Index. Le Social Selling Index, c'est en fait un indicateur de performance pour LinkedIn. Je ne sais pas si vous le savez, mais LinkedIn note les profils sur 100. Alors, c'est quand on a Sales Navigator, il faut avoir la version premium. Mais en fait, il le fait un petit peu avec tous les profils. Sur 100, quelle note vous avez. Et en fonction de la note que vous avez, vous saurez en fait pour LinkedIn si vous êtes pertinent ou non. Il classe votre profil avec 4 facteurs principaux. Donc ça peut être intéressant et ça peut vous donner des axes d'amélioration pour améliorer votre visibilité. Donc on a parlé du premier point qui est le personal branding. C'est la première étape clé pour avoir des éléments de réassurance et convertir correctement. Cette stratégie seule, elle est bien parce qu'elle va générer du lead sur du moyen long terme. Vous allez devenir une référence. Mais je sais que le moyen long terme, ça ne fait pas toujours et qu'au-delà de ça, il va falloir combler sa stratégie avec des méthodes un petit peu plus héroïstes. Et donc du coup, on va passer à la suite, se créer un parcours de prospection sur mesure.
Quand on va se créer un parcours de prospection sur mesure, je parle du coup évidemment de growth hacking. Notre Head of Growth juste là répondra à vos questions à ce sujet-là. Mais on a continué cette stratégie avec Brigitte. Brigitte, quand elle est arrivée chez nous, qu'on lui a parlé donc principalement de prospection LinkedIn, mais aussi d'emailing, elle nous a tout de suite dit mais non, pas du tout, je connais ces canaux-là, vous n'avez rien inventé, et en plus ça ne fonctionne pas. Alors en soi, elle a raison, sauf que en fait, Brigitte, elle faisait quand même quelques confusions. En fait, quand on lui a parlé de mailing, elle a tout de suite assimilé ça au mass mailing. Elle a raison, aujourd'hui, le mass mailing, c'est une méthode, je ne veux pas dire qui ne fonctionne plus, parce que, encore une fois, ça va dépendre des secteurs, des cibles, etc., mais en tout cas qui fonctionne moins bien que d'autres nouvelles méthodes de mailing. Et ensuite, prospecter sur LinkedIn sans avoir précédemment identifié des marques d'intérêt. On fait 2-3 filtres sur Sales Navigator et puis hop, on envoie 20 messages par jour, on est content, on attend de savoir ce qui va se passer. Ça aussi, c'est sûr que c'est pas du tout une bonne idée. Donc, on l'a rassuré et on lui a dit qu'on avait une autre approche, une approche plus adaptée à sa cible. La première des choses, c'est d'abord d'avoir une approche personnalisée. Plutôt que d'envoyer en masse, on va essayer de faire des bases de données ultra petites et on va essayer surtout de catégoriser par point de douleur sa cible. À partir du moment où on a des toutes petites bases de données avec des points de douleur bien identifiés, à ce moment-là, logiquement, on va pouvoir y mettre un copywriting, donc des scénarios de prospection et des messages aussi beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus pertinents. Et donc, quand déjà vous recevez un message qui répond vraiment à votre point de douleur et qui n'est pas ultra large, c'est déjà un premier élément positif pour que vous puissiez répondre favorablement. Ensuite, la deuxième approche, c'est une fois qu'on a quand même réussi à personnaliser, ça reste quand même automatisé parce que ça va vous faire gagner du temps. Donc c'est de la personnalisation avec une automatisation. Et ensuite, une approche rentable, puisque on part du principe qu'un commercial rentable, c'est un commercial qui va passer la majeure partie de son temps finalement en rendez-vous. Et donc, toute cette partie un petit peu chronophage, cette partie de chasse, on va essayer de la personnaliser en l'automatisant pour avoir un circuit beaucoup plus rentable. Alors, je pense que vous l'avez tous vécu à un moment donné, en tout cas pour ceux qui utilisent LinkedIn dans leur acquisition client, dans leur prospection. Aujourd'hui, on est limité à 20 invitations de connexion par jour sur LinkedIn. En réalité, quand c'est arrivé, c'était le drame, comment on va faire, on ne peut plus prospecter, je vois un monsieur qui me dit oui. En fait, moi je trouve que c'était plutôt très positif, parce que du coup ça a permis de dézoomer un petit peu, de prendre le temps de réfléchir à comment on allait prospecter de façon intelligente et comment on allait arrêter finalement d'abîmer ce réseau qui de base est un réseau quand même hyper intéressant. Donc ça a été une vraie opportunité d'y mettre une stratégie performante. L'idée c'est de se dire, maintenant j'ai 20 invitations par jour, comment je vais choisir ces 20 personnes finalement les plus pertinentes? On va essayer là encore de créer un entonnoir. Donc on a mis en place une stratégie en omnicanalité et pour ça on fait de l'emailing en amont. L'emailing, ça va nous permettre deux choses. Un, d'obtenir du rendez-vous qualifié quand même, puisque l'emailing ça marche quand on le fait correctement. Et deux, l'emailing va aussi nous permettre de faire une sélection finalement des meilleurs profils sur LinkedIn via des marques d'intérêt qu'on aura repérées avec par exemple des ouvertures, des clics sur le site, etc. Et donc on extrait des bases de mailing ces personnes-là et du coup ça nous permet d'aller prospecter proprement sur LinkedIn parce qu'on sait que les personnes ont un point de douleur sur ce sujet. Donc première étape, on crée la campagne emailing. Quand on crée la campagne emailing, là encore, souvent j'entends de la part de nos clients, mais envoyez, j'en veux pour mon argent. Combien vous allez en envoyer par jour? Combien vous allez m'envoyer de mails par mois? En fait, c'est pas vraiment le bon raisonnement. Pourquoi? Parce que plus on envoie de mails, plus on atterrit dans les spams, moins on a de réponses. Moins on envoie de messages, plus on atterrit dans la boîte de réception, plus on a de réponses. Et donc c'est le combat un petit peu de Franck tous les jours, d'expliquer que la masse, ça ne fait pas la qualité. Et une fois qu'on comprend ça, déjà, on a beaucoup plus de performance dans ces campagnes. Donc on fait des campagnes emailing, on va s'adresser de façon personnalisée à son interlocuteur, on va segmenter de façon chirurgicale, et donc on va avoir des bons taux de délivrabilité et de réponse et d'opportunité.
Votre campagne emailing, il y a 3 points clés à respecter pour qu'elle soit performante. Premièrement, c'est le ciblage. Très souvent, j'entends en rendez-vous qu'un des gros points de douleur, c'est la base de données. Comment avoir une base de données qualitative? J'entends qu'on achète des bases. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vraiment la meilleure idée parce que la data coûte très cher. Et en plus de ça, surtout depuis le Covid, avec tous les turnovers qu'il y a eu, etc., c'est plus vraiment d'actualité. Donc aujourd'hui, la meilleure option pour avoir une base de données qualifiée, c'est de faire du scrapping de data. Faire du scrapping de data, ça signifie tout simplement utiliser par exemple LinkedIn, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais qui est considéré aujourd'hui comme la base de données la plus à jour, parce qu'en fait, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui mettent leurs informations à jour. Tout simplement, on va utiliser LinkedIn pour récupérer, avec des outils qui nous permettent de le faire très bien, les informations, mail, nom, prénom, etc. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir un ciblage via du scrapping et du coup une base de données à jour. Sans ça, vous ne pourrez rien faire. Donc moi, je vous conseille de faire vraiment du scrapping sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est la base la plus fraîche. Une fois que vous avez un ciblage pertinent et bien segmenté pour que ce soit personnalisé, il va falloir faire attention au scénario. Un copywriting impactant et personnalisé par rapport au point de douleur, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que ce soit impactant, c'est-à-dire que souvent, il faut que ça fasse que quelques lignes. Un pavé, ça ne marche pas. Et encore moins un pavé où vous parlez de vous. Très souvent, quand on me dit « mais je ne comprends pas, mon mailing, il ne marche pas », moi je le lis et je me rends compte que l'entreprise, elle parle que d'elle. En fait, il faut, au lieu de parler de soi et de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous êtes capable de faire, en fait, poser des questions à votre cible en mettant en avant leur point de douleur. Je pense par exemple à Brigitte, qui est directrice RH, le cas de notre cliente. Quand on fait des copywriting, on n'est pas en train d'expliquer qu'elle a fait X recrutement pour telle entreprise, qu'elle sait mettre en place des process. Non, on met en avant les points de douleur de sa cible, on pose des questions ouvertes et du coup la personne a beaucoup plus envie de nous répondre. Et enfin, faire un maximum d'AB tests et d'analyse. Ne pas se lancer comme ça sur des grosses campagnes, mais plutôt essayer de faire des tout petits segments, d'analyser les performances et surtout d'être agile. C'est-à-dire qu'en fonction des performances que vous allez obtenir, de modifier le ciblage, le copywriting, les objets, etc. Ça, c'est vraiment les 3 points clés pour une bonne campagne d'emailing. Donc vous avez des outils efficaces pour faire tout ça à portée de main sur le marché. Par exemple, pour faire du scrapping, vous avez Phantom Buster qui le fait très bien. Pour l'enrichissement, vous avez Drop Contact. Ou encore pour le routage de scénarios, on a Linkforce, mais aussi Lemlist, la Growth Machine, ce genre d'outils. Attention, j'attire l'attention sur le fait que avoir les outils, c'est bien, mais il faut avoir les compétences. C'est pas parce que vous avez tous les outils que vous allez savoir les utiliser. Et je suis un bon exemple parce que en tant que commercial, je pensais que je faisais de très très bons scénarios d'emailing parce que j'avais tous les arguments à ma possession. Et puis Franck est arrivé et en fait c'est là qu'on se rend compte que c'est un vrai métier. En fait souvent c'est vraiment les gros hackers qui sont les meilleurs placés pour faire ce genre de choses, même si vous êtes des commerciaux et que vous pensez gérer parfaitement ces outils. Donc voilà, là on a un exemple de campagne email qu'on a fait pour Brigitte et on a une réponse. Bonjour Brigitte, nous sommes en effet en période de recrutement et vos services peuvent m'intéresser. Je suis actuellement à la recherche d'un ingénieur informatique. On a fait la campagne emailing, on a fait des relances, on a obtenu des rendez-vous, c'est génial. Et du coup, l'étape 2, c'est de se dire qu'on va enfin pouvoir passer à sa prospection LinkedIn. Donc c'est le même procédé, on va pouvoir utiliser un outil de prospection LinkedIn, vous en avez plein sur le marché. Ensuite, vous allez rédiger un scénario de prospection efficace et vous allez faire un maximum d'AB tests. Par contre, c'est le ciblage qui va changer. Comment vous allez cibler sur LinkedIn? Comme on l'a dit. Par exemple, un très bon moyen de cibler, c'est se dire que vous allez repérer toutes les personnes qui ont ouvert vos emails, qui ont cliqué sur votre site internet, mais qui n'ont pas répondu. Ces personnes-là, c'est des lead shows. C'est des personnes qui, à un moment donné, se sont posées des questions, ont trouvé votre service pertinent, mais que pour X ou Y raison, ils ne sont pas passés à l'acte de vous répondre. Donc ces personnes-là, vous allez les extraire de votre base de données emailing et vous allez les contacter sur LinkedIn.
Et là, ça prend tout son sens. C'est pas un filtrage avec 3 critères. Et donc, vous optimisez vos chances d'avoir une réponse. Un autre moyen de cibler sur LinkedIn, et ça, on l'a fait plusieurs fois, ça fonctionne vraiment très très bien, c'est du scrapping via un événement. Je prends l'exemple de Brigitte. Par exemple, on va prendre tous les webinaires, comment recruter en 2023, comment trouver des ressources rares, ce genre de choses. On va scraper les inscrits, donc récupérer la donnée des inscrits, et on va leur envoyer un message privé sur LinkedIn. Le message privé sur LinkedIn, ça peut être, attention, et c'est souvent le piège, c'est pas « Bonjour, je suis expert, je peux vous aider », parce que là c'est trop commercial. Ça va être « J'ai vu que vous étiez inscrit sur ce webinaire, super, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» La question est ouverte, je ne suis pas commerciale, du coup la personne ne se sent pas agressée et obligée de prendre rendez-vous avec moi, elle va simplement me répondre. Et 80% du temps, il faut savoir que les personnes qui sont inscrites sur les webinaires, en fait, elles n'y ont pas du tout participé. Parce qu'elles ont oublié, parce qu'elles n'ont pas eu le temps, etc. Et donc, elle va vous dire, j'ai oublié, j'ai pas pu, grosse porte ouverte pour vous. Si vous voulez, je m'y connais un petit peu, on pourrait échanger ensemble. Et là, ça fonctionne très bien parce que vous avez tapé dans le mille, il y a un point de douleur, il y a un besoin. Un dernier ciblage intéressant sur LinkedIn, c'est de faire de la BM marketing grâce à Sales Navigator. Vous faites un top 100 des entreprises que vous souhaitez à tout prix intégrer. Et donc là, ça prend tout son sens parce que vous pouvez derrière y mettre un scénario pertinent. Donc LinkedIn, c'est vraiment moins de volume, mais beaucoup plus qualitatif, contrairement au départ. Et donc, ça va vous permettre de cibler de façon plus chirurgicale. Et c'est là que prend tout son sens aussi sur le personal branding. La boucle est bouclée. Toutes les personnes qui vous ont pas répondu sur LinkedIn, ou en tout cas qui vous ont répondu négativement, vous allez en fait pouvoir les nurturer, les travailler dans le temps, grâce à votre communication régulière. Et donc, ça va vous permettre assez facilement d'avoir de l'interaction, d'augmenter votre visibilité, etc. Donc là, on a un exemple de prospection pour Brigitte, où les personnes acceptent d'échanger avec elle suite à son scénario. Donc, on a vu l'emailing, on a vu LinkedIn, et c'est pas pour autant que le parcours de prospection doit s'arrêter là. Plus vous travaillez en omnicanalité, mieux c'est. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des scorings en fonction des marques d'intérêt que vous repérez, du comportement finalement de chaque lead, et de tout simplement les recibler via un autre levier. Par exemple, là, ce qui peut être intéressant après l'emailing, après LinkedIn, c'est de prendre son téléphone sur toutes les personnes qui ont ouvert l'email, cliqué sur le site internet, vu votre message LinkedIn et pourquoi pas accepter votre invitation sur LinkedIn. Du coup, quand vous allez faire du phoning, c'est plus du tout du phoning à froid et donc c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc on a vu comment se créer un personal branding impactant. Okay. On a vu comment se créer un parcours d'acquisition un petit peu plus fluide et en omnicanalité. Et donc la conclusion de tout ça, et c'est souvent un petit peu la brique manquante, c'est mettre en synergie la prospection et la communication. Et voilà, et ce schéma résume un petit peu tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. D'abord, on optimise son profil LinkedIn. Il ne faut pas sous-estimer, c'est la première vitrine de l'entreprise. C'est là où on va décider de vous répondre ou non, parce qu'on va renvoyer systématiquement via le profil. Une fois que le profil est correctement optimisé et qu'on peut du coup avoir une bonne visibilité, on va lancer son parcours de prospection, emailing, LinkedIn et pourquoi pas d'autres leviers. Et ensuite, on va du coup créer son personal branding et le personal branding va travailler dans le temps toutes ces personnes qu'on aura contactées à un moment donné dans son parcours d'acquisition. Et du coup, ça va créer des éléments de réassurance, de la confiance, de l'attachement parfois, de l'émotion, comme on disait, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est surtout que c'est fini de se dire je prospecte à fond, je m'assemble sur un levier et puis après, quand je l'ai essoré et que je ne sais plus quoi en faire, j'arrête. Parce qu'en fait, vous n'allez pas arrêter, vous allez les travailler dans le temps. Et moi, honnêtement, il n'est pas rare que après tout ce parcours de prospection, je n'ai pas de réponse, ou que les personnes me disent non, ça ne m'intéresse pas, merci. Et puis que quelques mois après, je reçoive un message, je vois votre contenu, c'est intéressant ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait en parler quand même?
voilà. Parfois, les personnes ont besoin de temps, de digérer l'information, d'analyser aussi de loin, de ne pas se sentir agressées. Et quand elles se sentiront prêtes à la vue de tous vos posts, ils viendront naturellement vers vous. Donc, vraiment, gardez ce schéma en tête parce que ça résume toute la stratégie de social selling que je vous ai présentée aujourd'hui finalement. Voilà, j'espère que ça a été clair. On va avoir un petit peu de temps, je pense, pour faire quelques questions si vous en avez. Waouh, ok. Alors, on va vous donner... Ouais. Voilà. D'abord, c'était super intéressant, vraiment, hyper quali, merci. Par rapport au personal branding, je suis dans une configuration où le SEO de la boîte n'a pas du tout envie de faire ça. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez de l'entraîner pour qu'il arrive à le faire lui-même ou de déléguer ça, je sais ce que vous allez me dire, à une entreprise comme la vôtre ou à une force interne de la société? Je pense qu'il faut... alors, déjà, il y a deux sujets. Est-ce qu'il a envie de le faire dans la démarche, mais il n'y arrive pas, il ne se trouve pas les sujets, il ne sait pas comment aborder la chose, etc. Ça, c'est une première chose. Ou est-ce qu'il est complètement hermétique à l'idée de se créer un personal branding? Ça, déjà... Donne le micro. C'est un peu les deux, dans ce sens où, vu qu'il ne sait pas de quoi parler, il est hermétique à l'idée d'utiliser son personal branding. Alors déjà, en effet, la première des choses, c'est d'essayer, maintenant que vous avez participé à cette conférence, de lui expliquer l'intérêt, de lui expliquer ce que ça va lui apporter, etc. Il y a aussi beaucoup de formations, voilà, ce genre de choses, vraiment de le sensibiliser. Du moment qu'il ne comprend pas l'intérêt, déjà, c'est sûr que ça ne va pas lui donner envie. Déjà, le sensibiliser sur qu'est-ce que ça peut lui apporter. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est se dire heureusement, il n'y a pas que le CEO. Nous, on travaille sur des équipes commerce. Et quand les équipes commerce comprennent que ça va leur générer du lead et des opportunités business, généralement, elles sont assez ouvertes à la stratégie. Donc, si le CEO n'est pas à l'aise avec ça, il y a d'autres personnes assez stratégiques finalement dans l'entreprise qui peuvent devenir la vitrine. Donc moi j'ai envie de dire, soit vous allez sur des profils commerce de vos équipes qui sont plus open à cette stratégie, soit si il comprend à la suite de vos échanges l'intérêt mais qu'il n'arrive pas à le faire, j'ai envie de vous dire, c'est assez normal, c'est pas son métier. Moi, si je suis 400% transparente, c'est mes équipes qui me drive parce que je suis commerciale, mais je ne suis pas ni growth hackeuse, ni ghost-rated. Et donc, du coup, vous avez aujourd'hui des métiers. Nous, chez nous, dans le pôle communication, c'est des ghost-raters, c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre la parole pour des dirigeants d'entreprise ou des équipes commerce qui, elles, n'ont pas le truc, quoi. Voilà, donc à voir s'ils veulent déléguer ou s'ils veulent que ça reste en interne, il y a plusieurs options. Merci Chloé. D'autres questions, madame? Je vais porter le micro. Je voulais savoir ce qu'il fallait faire en fait de nos pages vitrines. Est-ce qu'il fallait quand même continuer à les alimenter? Est-ce que du coup, j'imagine que oui, on avait entendu juste savoir ce qu'il fallait faire de nos pages vitrines. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a basé toute communication sur la page vitrine. Donc, est-ce qu'on doit vraiment arrêter? Il faut quand même la garder? Voilà, des infos là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. En fait, la page entreprise, elle va plutôt servir pour la partie marque employeur. Je ne dis pas qu'il faut la supprimer parce que de toute façon, plus on a une présence de façon globale sur le digital, mieux c'est. Mais si vraiment ça va, il faut poser les objectifs. Dans le cas d'une d'une stratégie de marque employeur, ça peut être pertinent. Le candidat va peut-être aller consulter votre page. Si l'objectif c'est de générer des leads, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc vraiment, objectif business, vous vous focussez sur des profils. Objectif marque employeur, vous pouvez l'alimenter. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de faire un contenu toutes les 2 semaines, un contenu par mois sur la page entreprise, assez corporate, histoire de dire qu'elle continue à vivre.
Mais en tout cas, il ne faut pas miser toute votre énergie sur cette page. Merci Chloé, monsieur, je vous apporte le micro. Par rapport au personal branding, lorsqu'on a à titre personnel plusieurs activités qui sont complètement distinctes, est-ce qu'il est préférable d'avoir différents comptes quitte à potentiellement être, je ne sais pas, un jour peut-être pénalisé par l'algorithme de la plateforme qui va estimer que, entre guillemets, on triche, ou alors complètement l'assumer, quitte à ne pas être très cohérent finalement dans ses discours. Ouais, ça arrive souvent. Alors, avoir plusieurs profils en votre nom, vous ne pourrez pas. Voilà, ça va pas tenir. Là encore, c'est une histoire de choix stratégique de profil et d'ambassadeur que vous allez décider pour chaque entreprise. Moi, je conseille absolument pas d'avoir un profil qui met en avant toutes les entreprises parce qu'en fait, le message il va être perdu et vous obtiendrez ni l'un ni l'autre. Je prends l'exemple de Jean-Charles Normand qui est le CEO de Linkforce. Vous allez sur son profil et je milite. Pour le moment, c'est Ad Premier. Donc Ad Premier, c'est une autre boîte voilà, de notre groupe. Mais quelque part, il a raison parce qu'en fait, on parlerait d'Ad Premier, on parlerait de Linkforce, on ne comprendrait pas et dans tous les cas, tout le monde partirait. Donc il a fait ce choix-là et pour Linkforce, il y a d'autres ambassadeurs. Il y a Franck, il y a moi. Voilà. Donc c'est essayer d'identifier les personnes qui vont être en capacité de porter les valeurs de vos entreprises. Vous, faites votre profil au nom de l'entreprise que vous décidez. Et puis par contre, une fois que vous y allez, allez-y à fond. Avec plusieurs ambassadeurs, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un ambassadeur par niche, par segment, par marché. Alors, ce qui est intéressant, si vous avez plusieurs ambassadeurs, c'est d'aller en fait attaquer différents segments, différentes typologies de prospects. Comme ça, en fait, chaque ambassadeur va cibler en fait sa ligne éditoriale justement pour un segment particulier. Et c'est là où en fait vous pouvez faire un effet de levier avec le personal branding, avec tous les ambassadeurs de votre entreprise. Merci Franck. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et madame? Oui, j'en profite pour vous dire, vous pouvez prendre le QR code, le scanner pour ceux qui arrivent. C'est le même que celui sur le flyer, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça va vous emmener sur nos profils LinkedIn. N'hésitez pas du coup à nous suivre parce qu'on vous donne plein d'astuces tous les jours. Il y a également notre site internet, il y a le PowerPoint que vous pourrez retrouver. On pourra vous envoyer toute cette présentation que vous avez vue. Pardon. Voilà, il y a pas mal de choses sur ce QR code. Il y a nos mails, nos téléphones, on pourra répondre plus longuement à toutes vos interrogations. Allez-y. J'ai une dernière question concernant justement les centres d'intérêt. Normalement, on va taguer avec des mots-clés. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous préconisez les hashtags sur les commentaires, sur les posts? On parle beaucoup du nombre, on disait 3-4 mots-clés par post. Quelle est votre position? Oui, c'est vrai. J'aurais tendance à dire pareil. À force de faire du contenu, ce qu'on constate, c'est que les mots-clés, en réalité, on n'arrive pas trop à distinguer si ça a un impact ou pas. Dans tous les cas, si vous en faites, il ne faut pas plus que 3, ça c'est sûr, parce qu'il vaut mieux se positionner correctement sur des mots-clés stratégiques qu'en mettre 10 à la suite, puisque l'algorithme va considérer encore une fois que vous ne savez pas vous placer, et donc il ne va pas trouver ça pertinent. Donc mettre des hashtags oui, voilà, 2, 3. Je ne sais pas quel est ton avis, Franck, là-dessus, mais... Alors, sur les dernières nouveautés au niveau de l'algorithme LinkedIn 2023, entre 3 et 6. Mais effectivement, je resterai, on va dire, 3-4, ça suffit. Comme ça, vous êtes bien niché. Comment? Oui, tout à fait. Mais ce qui va être le plus important et le plus pertinent, ça va être dans vos publications. Merci Franck. D'autres questions? Monsieur? Et encore également, bravo pour la présentation très complète et très claire.
Vous indiquez de ne pas forcément donner de lien externe, mais s'il s'agit d'une publication de l'entreprise même à laquelle on souhaite faire référence. Donc pas dans l'article, mais en commentaire. Oui, tout à fait. Ça représente vraiment un danger en fait pour LinkedIn. Après, ça fait, si vous vous renseignez à fond après sur le personal branding, vous verrez que comme tout, ça fait débat. Il y en a qui diront c'est plus vrai, c'est comme tout, ça change très vite. Mais en fait, c'est assez logique. Même si c'est votre entreprise, c'est pas l'entreprise de LinkedIn. Donc pour LinkedIn, c'est se dire, je vais perdre mon utilisateur, je vais perdre mon audience. Mon utilisateur, il était tranquillement en train de se balader sur la plateforme et puis d'un coup, il va partir sur un site, sur d'autres choses et il viendra peut-être plus sur ma plateforme. Donc vraiment, le mieux, c'est en effet de mettre en commentaire. Ça, on est sûr que ça fonctionne, le commentaire, le lien externe en commentaire. Merci, on peut prendre encore une nouvelle question. Oui, madame. J'imagine qu'il ne faut pas prendre un profil fictif, il faut forcément prendre quelqu'un qui existe vraiment. Honnêtement, on a le cas chez certains de nos clients de CEO ou même d'équipes commerce, etc., qui n'ont pas l'envie, qui, pour X ou Y raison, qui ne souhaitent pas prendre des profils existants. Je sais même pas si je devrais le dire, on crée des profils fictifs, mais en réalité, c'est vraiment pas optimisé en termes de performance, ça reste quand même le jour et la nuit. Il faut se dire aussi qu'on part du coup d'un profil zéro. On doit d'abord le router, prouver à LinkedIn que c'est un vrai profil, que il est authentique, qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Le réseau, on part de zéro. Enfin, il y a tout à construire. Et donc du coup, au lieu d'avoir une stratégie pertinente à 6 mois, on aura une stratégie à 1 an et demi. Merci. À 1 an et demi. Donc finalement, moi je conseille vraiment pas de faire un profil fictif. Et d'autant plus que le switch après, pour le rendez-vous, il n'est pas forcément évident. C'est-à-dire que si vous créez toute une stratégie prospection plus communication avec, je dis n'importe quoi, une Brigitte, et qu'après, finalement, au rendez-vous, ça va être quelqu'un d'autre, c'est pas fluide, ça ne crée pas un parcours vraiment pertinent. Merci Chloé, on peut prendre encore une dernière question. Votre conclusion, Chloé, on vous retrouve alors sur Exactement. les QR codes. Tout à fait. Et surtout sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre. Donc vous avez Chloé Shex et Franck Samy. Vous retrouverez tout ça encore une fois sur le QR code. Et puis on va rester là 5-10 minutes si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser. On est là pour y répondre. Merci beaucoup encore pour Merci à tous les deux, on peut les applaudir.